واللي بيمتحنك معطيك امتحان اللي زيه ولا مرة كان واحنا بنسقط بننزل بالنادي بعض وين يا وردة قد ما بندبل. 1948, c'est pour les Arabes de Palestine la Nakba, la catastrophe. L'État d'Israël qui proclame son indépendance est un État pour les Juifs. Ses dirigeants veulent la terre, mais pas ses habitants. Les Arabes fuient par peur des massacres ou sont chassés par l'armée israélienne. Presque 800 000 Palestiniens quittent leur pays pour la Jordanie, le Liban, l'Égypte ou la Syrie. Ils ne sont que 150 000 à rester à l'intérieur du nouvel État. Jusqu'en 1965, ils vivront sous un gouvernorat militaire qui surveillera et limitera leurs déplacements. Mais ils ont la citoyenneté avec une mention supplémentaire. Arabe. Un truc qu'on n'apprécie pas suffisamment dans l'analyse des guerres, parce qu'il y a une pensée, surtout à gauche, sur l'influence d'un certain marxisme, avoir des pensées, si tu veux, économistes, de voir toujours, bon, tout ça c'est une question d'eau, de pétrole, de territoire, de tout ça, de ne pas comprendre la dimension symbolique du conflit. La dimension symbolique, c'est que l'humanité des Palestiniens à ce moment-là était niée, et par extension, l'humanité de tous les gens qui ont pris leur parti au cours du temps. Parce qu'en 1948, ils étaient quand même relativement isolés. Maintenant, le conflit, il s'étend à tout le monde musulman. Quand il y a eu la guerre du Liban, au Bangladesh, il y a un pont qui a été inauguré, on l'a appelé Hezbollah. Donc je veux dire, l'identification se porte à des endroits qui probablement en 1948 ne se préoccupaient pas tellement de ça. Moi j'ai été au Mali, j'étais un peu étonné parce que la situation au Mali n'est vraiment pas rose. De voir un monument de solidarité du peuple malien avec le peuple palestinien. Donc je veux dire, ces gens-là ne sont pas à côté d'Israël, Israël leur a rien fait, mais il y a cette solidarité qui est liée au fait qu'ils considèrent ça comme une oppression coloniale, une oppression raciste, et c'est un peu comme l'Afrique du Sud. C'est pas que la situation est exactement la même, mais l'Afrique du Sud, ça a irrité les Noirs dans le monde entier, parce qu'on disait, vous êtes pas égaux, vous n'êtes pas comme nous, vous êtes inférieurs. Séparation, c'est un mot. Ça veut dire apartheid en Afrique du Sud. Celui qui parle d'apartheid, c'est Meron Benvenisti, l'ancien maire adjoint de Jérusalem. C'est quoi la séparation? Une séparation dans quelles conditions? Dans des conditions d'égalité? C'est fantastique. Mais si la séparation veut dire que je vais parquer l'autre dans une réserve d'Indiens, avec une clôture autour, alors la séparation, ça signifie la prison. Des blocs de béton pour stopper la violence. Sur 5 km de long et 3 mètres de haut, un mur se dresse désormais pour séparer le quartier sunnite d'Adamia du reste de cette zone chiite de la capitale. Ils disent aux gens d'Adamia que c'est pour les protéger des chiites de Sad City et vice-versa. Mais ce sont les Américains qui sont à l'origine des violences confessionnelles. Ce mur est présenté par les forces américaines comme la pièce centrale du nouveau plan de sécurité du général Petrus. Supposons, on met un mur. Supposons, dans ces perspectives maladives, à mon avis, perverses, de croire que créer un mur entre eux et nous va nous protéger. Mais alors, où on va mettre le 1,1 million Palestiniens qui font 20% de la population israélienne, qui sont israéliens? On va aussi faire un mur entre eux et nous? Et après, qui c'est qu'on va encore emmurer? Les juifs qui ne sont pas 100% juifs? Les Russes qui ne sont pas tous juifs? Les travailleurs immigrés? Mais c'est une philosophie perverse. La vie n'a plus de sens. Ce système d'occupation en Palestine a été soutenu politiquement, logistiquement et militairement par l'administration des États-Unis. C'est pourquoi cette administration est également responsable moralement, légalement et politiquement de la souffrance du peuple palestinien. Ils sont responsables.
a rencontré il y a quelques minutes Ariel Sharon, entrevue très importante. Le Premier ministre israélien espérait faire approuver. Quels sont les liens entre Israël et les États-Unis? Je crois que Charles de Gaulle a dit, ou peut-être est-ce Palmerston, que les nations n'ont pas d'amis, mais uniquement des intérêts. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il existe quelque chose qui va au-delà des intérêts. L'histoire officielle d'Israël est très proche de celle des États-Unis. La création des États-Unis s'est faite sur un génocide, la destruction des populations indiennes. Ensuite, ce fut l'esclavage. L'économie états-unienne a longtemps reposé sur l'esclavage et le pays a eu besoin d'une idéologie idéalisée pour garder un semblant de dignité. Est apparu alors le mythe du peuple choisi, venu d'Europe, dans un pays sauvage, habité par des sauvages. Et ces courageux pionniers transformèrent le pays en paradis à partir de rien. C'est très similaire à ce qui s'est passé pour Israël. Nous n'avons pas commis de génocide et nous n'avons pas eu d'esclaves, mais nous avons déplacé le peuple palestinien. Et nous avons le mythe des Juifs persécutés, venus d'Europe, courageux et travaillant dur pour transformer un désert en paradis. C'est très similaire. Il y a des affinités basiques entre le mythe national états-unien et le mythe national israélien. Cela va bien au-delà des intérêts. C'est un lien très fort. Objectif, détruire les positions du Hezbollah au sud Liban. L'attaque contre le Liban était en réalité une attaque contre la Syrie, parce que le Hezbollah est très lié à la Syrie. Israël n'a pas remporté de victoire en quelques jours, comme l'on pouvait s'y attendre, en tout cas en Israël et aux États-Unis. Cette formidable armée israélienne contre une petite organisation comme le Hezbollah. Ce qui s'est alors passé est comparable à la situation de l'armée états-unienne en Irak, qui n'est pas adaptée au combat contre une guérilla. L'armée israélienne s'est retrouvée coincée. Le conflit a perduré et les États-Unis, soutenus par l'Europe, il faut s'en souvenir, et surtout par l'Allemagne, ont empêché le cessez-le-feu. Notre victoire était attendue jour après jour. Mais après 33 jours, ce qui pour nos guerres au Moyen-Orient est une longue guerre, il est devenu clair que nous n'allions pas gagner. C'est seulement alors que les États-Unis ont imposé un cessez-le-feu. C'est pourquoi on peut affirmer que toute cette aventure a été contrôlée par les États-Unis. Hormis Israël, je pense qu'aucun État dans le monde ne reçoit autant d'aide, surtout militaire, de la part des États-Unis. Ils nous fournissent tout l'armement disponible au monde. Cela a un prix. Cela avait un sens lorsque Israël était réellement en danger.
Mais Israël n'est plus en danger, et je souhaiterais que nous recevions moins d'aide des États-Unis. Je ne pense pas qu'au final, cela soit bénéfique pour Israël. Des dirigeants politiques reçoivent de l'argent du lobby pro-israélien. En particulier, des organisations juives pour les campagnes électorales du Parti démocrate. 50% des fonds proviennent de riches donateurs juifs qui s'identifient à Israël. C'est un facteur clé. Sinon, comment expliquer le fait qu'Israël reçoive une aide qui dépasse l'aide accordée à toute l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine réunies, alors que le salaire annuel moyen israélien est de 20 000 $. On ne peut pas expliquer les concessions militaires et financières sans comprendre l'influence du lobby pro-israélien et de leurs politiciens au sein du gouvernement. C'est devenu un élément incontournable de la politique états-unienne au Moyen-Orient. Un exemple. Le FBI enquête sur un proche collaborateur de Donald Rumsfeld, soupçonné d'avoir transmis aux fidèles alliés des États-Unis des documents confidentiels portant sur l'Iran et sur l'Irak. De là à voir Israël influencer la politique étrangère américaine, il n'y a qu'un pas que plusieurs médias américains ont franchi. Gwenaëlle Lenoir. Un espion dans la forteresse Pentagone. Selon le Washington Post, l'enquête porte sur un fonctionnaire travaillant avec le numéro 3 du Pentagone, Douglas Feith. Parmi les documents confidentiels livrés à Israël, les délibérations de la Maison-Blanche sur l'Iran. L'espion a également participé à l'élaboration de la politique sur l'Irak. Mise en cause aussi pour avoir servi d'intermédiaire, l'EPAC, groupe de pression pro-israélien très actif à Washington. Alors que l'on procède à l'arrestation d'espions, l'EPAC tient un congrès auquel ont assisté Hillary Clinton et les dirigeants du Parti républicain, dont par exemple Condoleezza Rice. Pouvez-vous imaginer cela ailleurs dans le monde? Les leaders des deux partis opposés assistant ensemble à un congrès présidé par les deux personnes accusées d'espionnage? Mais la question du lobby est compliquée parce que il y a évidemment, ça ne peut pas marcher simplement parce que les gens, on ne peut pas imaginer simplement qu'ils payent des gens. D'accord, qu'ils payent les députés, les sénateurs, etc. Ça, c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'il y a beaucoup d'autres sources de financement. C'est vrai qu'ils contribuent aux campagnes électorales, c'est vrai qu'ils contribuent de façon sélective, c'est vrai qu'ils essayent de punir des gens comme Cynthia McKinney ou Paul Findlay, etc., qui dévient de la ligne du parti, et qu'ils vont soutenir leurs opposants, et que leurs opposants ont des chances de gagner. Mais ce serait très facile pour un opposant politique, un type qui est victime de ce genre de stratégie, de dire, mais mon adversaire est un valet d'un pays étranger, Israël. Si la France faisait ça, ben si la France se met à payer des campagnes électorales aux États-Unis pour avoir des gens favorables à la France au Congrès américain, ben les adversaires dénoncent tout de suite leurs adversaires comme étant des agents d'une puissance étrangère et les autres perdent. Mais faire ça, c'est impossible, parce qu'il y a l'autre, et c'est ça où le blocage apparaît, c'est que si on disait ça, on serait immédiatement accusé de conspirationnisme, d'antisémitisme, de je ne sais pas quels autres crimes. Et ça, évidemment, c'est le blocage où là, c'est vraiment l'autonomie de l'idéologie, pour parler en termes marxistes, qui joue, où là, c'est vraiment le blocage idéologique qui est malsain, à mon avis, et qui va finir par sauter, peut-être de sauter de façon pas très jolie, mais qui est le blocage idéologique majeur aux États-Unis, c'est-à-dire que discuter sérieusement, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des États-Unis de soutenir Israël? C'est très difficile. Mearsheimer et Walsh l'ont fait, Carter l'a fait, donc il y a des crevasses qui se créent dans le mur, si on veut. Mais, comme dit Coburn, il faut avoir 75 ans, ne pas briguer de mandat électoral et avoir des moyens indépendants. Soros le fait. Soros fait ça. Soros, qui est juif, victime de la guerre et tout ça, il critique le lobby.